Aujourd'hui, je vais présenter le cours de l'infection et diabète. Bon, pour le plan de cours, l'introduction, l'épidémiologie, l'introduction de la physiopathologie, puis les infections au cours du diabète. On a des infections virales, parasitaires et je vais détailler un peu les infections bactériennes. Donc, on commence par l'introduction. Donc, le sujet diabétique est plus susceptible de faire des infections. Donc, et les infections chez les sujets diabétiques sont plus fréquentes et de morbidité et mortalité plus élevées par rapport au sujet normal. C'est-à-dire, ils sont plus graves et le pronostic est plus fâcheux. On a des infections les plus marquées sont les infections urinaires et la complication la plus grave au cours duquel c'est PNA emphysémateuse. On a aussi le pays diabétique où le risque de faire un gangrène et une amputation où le pronostic fonctionnel est mis en jeu. Et n'oubliez pas les autres infections virales telles que la grippe, le Covid-19 et ou la grippe où il y a le risque de surinfection bactérienne et les candidoses bicales dues à une hyperglycémie dans le salive qui favorise la multiplication fongique. On dit que l'hyperglycémie heureusement ne modifie pas la pharmacocinétique des antibiotiques. Pour les susceptibilités de sujets diabétiques sous insuline est plus importante que sujets diabétiques non insulinodépendants. C'est ça le tour. Maintenant, la physiopathologie, donc le diabète et l'infection constituent un cercle vicieux. L'infection va entraîner un déséquilibre de diabète et diabète favorise l'infection. Pourquoi diabète favorise l'infection? C'est par le diabète diminue le système immunitaire, notamment la réduction des phagocytoses. Au cours du diabète, on a aussi des microangiopathies, donc une mauvaise circulation, au retard de cicatrisation, donc on a des plaies chroniques. Et plaies chroniques, c'est-à-dire un risque infectieux élevé. Donc on commence par les infections virales. Les infections virales, le Covid, donc le diabète est considéré comme facteur de risque dans le Covid. Pourquoi il y a un risque déséquilibre diabétique par deux raisons. Premièrement, la corticothérapie au cours de Covid-19 et aussi l'orage acétonique qui favorise une insulinorésistance. On a aussi la grippe qui est le lit de surinfection bactérienne. L'hépatite C, surtout l'hépatite C, parce que c'est un virus diabétogène qui favorise le diabète. Et on a entre 10 à 30% des personnes qui ont l'hépatite C ont le diabète par mécanisme auto-immunité. Donc, on termine, on dit aussi les infections parasitaires, surtout le candida, dû à l'hyperglycémie de la salive, qui va entraîner une candidose bicale, mais aussi on peut avoir des candidoses vaginales, surtout chez la femme. On passe aux infections bactériennes, on va détailler un peu les infections urinaires. Donc, le diabète n'est considéré plus comme facteur de risque de complications d'infection urinaire. Pour la physiopathologie, pourquoi le diabétique est susceptible de faire des infections urinaires? Premièrement, parce que le sucre augmente la croissance de la bactérie. Deuxièmement, la glycosurie altère la fonction phagocytaire. Et aussi, on a le déficit immunitaire cellulaire dû à diabète. Et on a aussi un trouble de vidange par trouble neurologique vésicneurogène. Donc, on a stagnation des urines qui favorise les infections. On a aussi les facteurs de risque de faire une infection urinaire, soit physiologique, le sexe masculin, l'âge supérieur à 75 ou bien supérieur à 66 avec les critères de Fred, la femme enceinte, et pathologique, une dysfonction anatomique ou bien une neuropathie.
Bon, on commence par les infections urinaires, soit euh, les infections parenchymateuses. On a le PNA simple. Et on a ce qui est caractéristique dans les infections urinaires chez le diabétique, c'est le PNA emphysémateuse. C'est une forme sévère et nécrosante de la PNA. Elle est caractérisée par la présence du gaz au sein du parenchyme rénal et des cavités excrétrices et ou des espaces périrénaux rencontrés chez les patients diabétiques, notamment chez le sexe féminin. La présentation clinique est trompeuse, le diagnostic se fait par TDM et la prise en charge médico-chirurgicale. On peut avoir aussi une forme caractéristique chez le diabétique, c'est la nécrose papillaire. Donc c'est une complication grave de la pyélonéphrite chez le diabétique, de pronostic favorable si elle est traitée précocement. Le diagnostic doit être suspecté devant une dégradation isolée et inexpliquée de la fonction rénale, en absence même de tous les symptômes. Puis on a les autres infections urinaires, mais il n'y a pas de choses caractéristiques chez le diabétique, les cystites récidivantes, les prostatites aiguës, prostatite chronique et la colonisation asymptomatique. Surtout colonisation asymptomatique est fréquente chez les diabétiques. Il n'y a pas de recommandation de traiter la colonisation asymptomatique, sauf dans le cas d'une femme enceinte ou bien geste, il y a un geste urologique. Bon, c'est ça. On passe au pied diabétique. Donc, pied diabétique, je vais pas trop détailler parce que euh, les infectiologues non plus prennent en charge le pied diabétique. C'était beaucoup plus les endocrinologues. Donc, comme définition, l'infection diabétique regroupe les complications infectieuses du pied situées sous malléole avec une neuropathie et ou une artéropathie du membre inférieur, constituant le triade pathologique. Donc pour les agents causaux, Staph aureus est la bactérie dominante, mais l'agent causal dépend de l'ancienneté, le type et l'histoire thérapeutique du pied. Donc si on a du pli superficiel récent sans antibiotiques, les germes sont Staphylococcus aureus ou bien Streptococcus bêta hémolytique. Si on a un pli chronique avec une antérieurement traité, on pense à Staphylococcus aureus, Streptococcus bêta hémolytique et les entérobactéries. Si on a pli traité par céphalosporine avec évolution défavorable, on évoque l'entérocoque. Si on a des lésions ulcérées, on évoque Pseudomonas aeruginosa. Si on a plus long, plus de 6 semaines, profond, avec une odeur nauséabonde et des nécroses gangrènes, on évoque les genres polymicrobiennes, coccigram positive, les entérobactéries, les pseudomonas, les bigiens, les fongiques, etc. Donc c'est ça. Pour la physiopathologie, comme j'ai déjà dit, un triade pathologique, c'est la neuropathie périphérique qui est responsable de l'insensibilité du pied de la plaie, qui est généralement négligée et subit des contraintes mécaniques du poids du corps. La vasculopathie, la microangiopathie et la macroangiopathie par la théromateuse axillaire qui entraîne un défaut de vascularisation et réduit la capacité de défense et de cicatrisation. Donc, aussi, il y a altération de la fonction polynucléaire par l'effet d'hyperglycémie. Donc, un trauma cutané qui passe inaperçu évolue vers une ulcération, voire une gangrène. La particularité anatomique du pied, la pression de colonisation, la processus de Donc, l'anatomie du pied, la pression de contrainte qui majeure l'ischémie favorise l'extension du pied. L'extension de l'infection soit superficielle et profonde. Cliniquement, on a plusieurs tableaux. Mal perforant plantaire, abscesse flegmentaire, gangrène humide, parfois gazeuse, fasciite nécrosante et infection osteoarticulaire. N'oubliez pas les infections osteoarticulaires. Donc, il y a aussi l'évolution et la gravité
les paramètres surtout à préciser, l'extension en surface et en profondeur, la qualité de l'état des artères, le popliteux et tibial, aussi l'existence de retentissement systémique, c'est-à-dire sepsis ou non, et l'ischémie. Donc l'extension en surface, l'état artériel, le sepsis et l'ischémie. Donc en fonction de ces paramètres, on a des stades, soit infection légère, c'est-à-dire infection qui n'atteint que la peau et les tissus sous-cutanés. On va trouver un érythème, chaleur, sensibilité à la douleur, une tuméfaction, etc. Deuxièmement, les infections modérées, c'est-à-dire ce qu'on a cité dans la phase précédente, avec une atteinte de structures plus profondes que la peau et le tissu mou, caractérisées par abcès, ostéomyélite, arthrite septique et fasciite. Mais dans ce stade, il y a absence de signes systémiques. L'infection grave, le stade 3, c'est toute infection du puits avec des signes généraux, voire sepsis. Et bon, c'est ça, c'est le stade. Maintenant, n'oubliez pas l'infection ostéo-articulaire qui est présente dans 60% des cas, donc il faut rechercher systématiquement la localisation prédominante et l'avant du pied. Lorsqu'on a l'existence d'un contact osseux, c'est-à-dire la perception de la corticale osseuse par un curette métallique, ou bien c'est ça entraîne l'infection. Donc, mais il est nécessaire pour en avoir une infection ostéo-articulaire, il est nécessaire d'avoir une infection de la peau et du tissu mou. Donc, l'absence de signes d'infection de la peau et du tissu mou a une valeur prédictive négative. Donc, c'est ça. Si on doit faire des prélèvements, il faut insister que le prélèvement doit être profond, sinon il va être contaminé. N'oubliez pas dans les ostites de faire un radio. Parfois on trouve une grande graine gazeuse, des builders. Parfois c'est l'indication de l'IRM, voire la scintigraphie à la recherche d'une collection profonde. C'est ça. On passe aux antibiothérapes. Donc, si l'infection est superficielle et moins de 1 mois, c'est beaucoup plus dû à staph mitis, les streptocoques pyogènes. Donc, on va traiter par l'amoxicilline clavinique ou bien clindamycine. Si on a une infection profonde ou chronique sans signe de gravité, généralement c'est streptocoques pyogènes, les BGN, les anaérobies. Toujours l'amoxicilline acide clavulanique. Si on a le sepsis au choc septique, c'est-à-dire on a peut-être staph mitis ou bien staph mitis, streptocoques pyogènes, les BGN, les anaérobies, on va élargir le maximum des antibiotiques par le carbapine plus la vanco plus l'aminoside. Donc c'est ça. Et merci.